Elle s'appelle Madame Hermé. Elle fut très belle, très coquette, très aimée et très heureuse de vivre. C'est une de ces femmes qui n'avaient au monde que leur beauté et leur désir de plaire pour les soutenir, les gouverner ou les consoler dans l'existence. Le souci constant de sa fraîcheur, les soins de son visage, de ses mains, de ses dents, de toutes les parcelles de son corps qu'elle pouvait montrer, occupaient toutes ses heures et toute son attention. Elle devint veuve avec un fils. L'enfant fut élevé comme le sont tous les enfants des femmes du monde très admirées. Elle l'aima pourtant. Il grandit et elle vieillit. Vit-elle venir la crise fatale? Je n'en sais rien. A-t-elle, comme tant d'autres, regardé chaque matin, pendant des heures et des heures, la peau si fine jadis, si transparente et si claire, qui maintenant se plisse un peu sous les yeux, se fripe de 1000 traits encore imperceptibles, mais qui se creuseront davantage jour par jour, mois par mois? A-t-elle vu s'agrandir aussi sans cesse, d'une façon lente et sûre, les longues rides du front, ces minces serpents que rien n'arrête? A-t-elle subi la torture abominable du petit miroir à poignée d'argent qu'on ne peut se décider à reposer sur la table, puis qu'on rejette avec rage et qu'on reprend aussitôt pour revoir de tout près, de plus près, l'odieux et tranquille ravage de la vieillesse qui s'approche? S'est-elle enfermée 10 fois, 20 fois en un jour, quittant sans raison le salon aux causes des amis, pour remonter dans sa chambre et sous la protection des verrous et des serrures, regarder encore le travail de destruction de la chair mûre qui se fane, pour constater avec désespoir le progrès léger du mal que personne encore ne semble voir, mais qu'elle connaît bien, elle. Elle sait où sont ses attaques les plus graves, les plus profondes morsures de l'âge. Et le miroir, le petit miroir tout rond dans son cadre d'argent ciselé, lui dit d'abominables choses, car il parle, il semble rire, il raille, et lui annonce tout ce qui va venir, toutes les misères de son corps, et l'atroce supplice de sa pensée, jusqu'au jour de sa mort, qui sera celui de sa délivrance. Le fils de Madame Hermé, âgé de 15 ans, tomba malade, atteint de la petite vérole. Elle s'alita, comme si elle-même eût été malade, et ne put se résoudre à aller le voir, malgré les injonctions du médecin et de l'abbé, malgré les demandes de son fils agonisant, suppliant qu'on décide sa mère à lui dire adieu. Non, disait-elle, je n'oserai jamais le voir, j'ai trop de honte, j'ai trop peur. Son fils mourut. Le lendemain, elle était folle, écrit Maupassant. Son délire consistait dans la certitude d'avoir un visage défiguré par des trous, trace de la vérole qu'elle aurait attrapée en soignant son fils. C'est en soignant mon fils que j'ai gagné cette épouvantable maladie, monsieur. Je l'ai sauvé, mais je suis défigurée. Je lui ai donné ma beauté à mon pauvre enfant. Le médecin prit une chaise, s'assit près d'elle, et d'une voix douce, consolante, « Voyons, montrez-moi ça. Vous savez bien que je vous les enlève toutes les fois, ces vilains trous, et qu'on ne les aperçoit plus du tout quand je les ai soignés. » Le docteur avait tiré de sa poche un mince pinceau d'aquarelliste. Elle tendit sa joue, et il commença à la toucher par coups légers, comme s'il eût posé dessus de petits points de couleur. Puis il s'écria « Regardez, il n'y a plus rien, plus rien. » Elle prit la glace, se contempla longtemps, avec une attention profonde, une attention aiguë, avec un effort violent de tout son esprit pour découvrir quelque chose, puis elle soupira. « Non, ça ne se voit plus beaucoup. Je vous remercie infiniment. » Cette nouvelle de Maupassant fait référence au miroir. Elle m'a invité à m'appuyer sur le dispositif du stade du miroir, dispositif qui a été élaboré par Lacan pendant 25 ans, pour formuler quelques hypothèses sur les modifications de l'image du corps à l'âge de la ménopause. Lacan a mis en évidence le moment de la naissance du moi, qui est constitué selon et par l'image. L'image spéculaire, qui est le premier réceptacle de la libido narcissique,
et qui sera l'ombilique de tous les objets à venir, dans la mesure où sera considéré comme objet ce qui sera investi narcissiquement. L'enfant se reconnaît dans le miroir, moment d'assomption jubilatoire devant son image, signe d'une identification, à savoir la transformation produite chez lui quand il assume une image, par le sujet quand il assume une image, étant donné que l'identification est un processus inconscient. La constitution et le maintien de cette image dépendent de l'appui symbolique que l'autre lui apporte, c'est-à-dire l'autre, l'adulte qui est à côté de lui pendant ce moment-là. Pour que l'image prenne, pour que ce soit une fonction de repère pour l'enfant devant le miroir, il faut qu'elle soit un élément de la chaîne où s'articule le désir de l'adulte qui a été nommé grand hôte par Lacan. Ça peut être la mère, le père. Donc l'adulte qui est présent à ses côtés, c'est-à-dire que l'enfant devant le miroir, sinon il pourrait même pas se regarder dans le miroir, il se retourne vers l'adulte pour rattraper son regard, il y a un échange de regards, pour entendre ses paroles, pour accrocher à cet autre cette part de lui-même qui échappe au miroir. Ce signe de l'assentiment de l'adulte, qui va être accompagné de paroles, la mère va lui dire « t'es mignon, mon petit chéri », ou je sais pas quoi, lui permettra de ne pas être captif de cette image et de pouvoir avoir une mobilité au cours de sa vie, de pouvoir passer d'une image à l'autre, d'une identification à l'autre, sans que son être même de sujet soit menacé. Cet assentiment effectue un double travail. Il authentifie l'image dans le miroir, d'une part, et il permet d'autre part que soit pris acte de ce qui échappe au miroir et qui est lié à un trait. L'enfant va s'appuyer sur ce que Lacan appelle le trait unaire de l'idéal du moi pour se contempler dans une image satisfaisante. C'est le regard de l'autre et les paroles de l'autre qui font tenir l'image. C'est le point d'accrochage hors miroir, l'identification symbolique, qui offre la possibilité de réglage de l'identification imaginaire. L'épreuve du miroir est reconvoquée pour chaque femme aux moments cruciaux de sa vie qui s'accompagnent de changements de son corps, puberté, grossesse, ménopause. Ces événements nécessitent des remaniements subjectifs et une modification des identifications. Ces événements la requestionnent sur son être femme, réinterrogent les regards et les discours qui font tenir l'image et la sexualisent. Une femme n'est jamais sûre d'appartenir à un sexe ou à un autre. Aucun trait ne peut l'assurer de son identité. L'image peut faire écran au manque de mots identifiants pour elle. Une femme reste plus ou moins captive du miroir. Cette image corporelle, construite à partir du regard et des paroles de l'autre, a quelque chose d'essentiellement vacillant, fragile et dépendant. Le temps de la ménopause est une épreuve difficile, car il ravive la souffrance liée à la part insaisissable d'identité féminine, toujours à l'œuvre pour chaque femme. Cette difficulté identificatoire ne peut plus alors être masquée par l'image idéale du corps et ou par la maternité. La détresse de Madame Hermé devant son miroir m'a paru bien refléter l'angoisse et la peur qui entourent cette période de la vie d'une femme, l'épreuve fatale qui blesse chaque femme au plus intime. Hélène Deutsch parlait d'humiliation narcissique difficile à dépasser. Inquiétude de perdre sa beauté, de ne plus être perçue comme une femme, peur de l'énigme que représente pour elle cette nouvelle étape, peur du vieillissement et de la mort qui se profile derrière lui. La vérole du fils de Madame Hermé la renvoie à la perte de sa beauté à elle et à l'idée de la mort à venir de ce fils, mort qui la séparerait de lui, à la question de sa propre mort à elle. Ce passage de la nouvelle de Maupassant fait écho
À ce temps du milieu de la vie d'une femme, où l'éloignement physique des enfants devenus grands introduit une coupure. Chute, au moins de manière partielle, l'investissement qu'une mère avait du corps de l'enfant. Peut se produire un phénomène de dépression, comme à chaque fois que se produit la disparition d'un objet d'investissement libidinal. Comme le dit très justement Madeleine Guédan, qui est la première femme psychanalyste à avoir écrit un livre sur la ménopause. Et il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs. Se séparer de son enfant, c'est aussi perdre la beauté de cet être jeune qui faisait partie de soi, et la beauté est communicative. Or, cet événement survient souvent au moment où une femme affronte la modification de son image corporelle. Au temps de la ménopause, le réel du corps d'une femme se modifie et prend alors trop de présence. Une femme a peur d'être ramenée à sa banalité anatomique, de perdre la grâce, de ne plus pouvoir jouer le semblant de la féminité, de ne plus pouvoir se prêter à être objet cause du désir d'un homme. Les misères du corps, les faiblesses de la vie intime sont exposées publiquement. Sa peau si fine se plisse sous les yeux, ses rides se creusent davantage, sa taille s'épaissit. Des bouffées de chaleur entraînent insomnie et fatigue. Le rythme régulier des règles, ce sang rouge qui coule chaque mois, signe imperceptible de la différence sexuelle et de la possible procréation, s'interrompt. Ce corps qui se modifie de façon inquiétante la déboussole, la rend un peu plus étrangère à elle-même. Elle ne reconnaît plus son image. Quand je me regarde dans le miroir, je vois ma mère, disait l'une d'elles. Le corps de la mère est évoqué. Il rappelle l'obscénité de la part prise par une femme dans la jouissance incestueuse avec sa mère. Les changements qu'une femme rencontre au niveau du réel de son corps ont un effet profond sur sa réalité psychique et sur l'image qu'elle a d'elle-même. Cette tristesse et ce vertige s'inscrivent dans tout le corps. Le moindre trait du visage en reflète la tourmente. Et raviver le doute sur sa propre séduction. L'image dans le miroir est organisée par le regard et les paroles de l'autre. Or, à cette période de sa vie, une femme perd ou pense perdre les regards des hommes sur elle, comme s'exprimait l'une d'entre elles. Je suis devenue transparente. Je ne suis plus regardée comme objet sexuel. Un jour, elle fut surprise de s'entendre dire « Je ne regarde plus les regards qui sont sur moi », dévoilant alors sa participation subjective fantasmatique. Son narcissisme fragilisé a besoin du regard de désir d'un homme, d'une parole d'un homme qui l'aime. Une femme est dépendante, alors, du choix d'homme qu'elle a fait. Le pacte qui l'unissait à cet homme va-t-il tenir? Son narcissisme à lui va-t-il s'accommoder de lire sur le visage ou sur le corps de sa compagne son propre vieillissement? À ce tournant de la vie, comme à d'autres, des couples se défont, d'autres se refont. C'est même une période où certaines femmes vivent un épisode d'homosexualité. C'est vraiment un changement. Le médecin de Madame Hermé réinstalle l'expérience du miroir. Il la regarde, il lui parle avec une voix douce, consolante. À l'aide d'un pinceau d'aquarelliste, il la touche par coups légers, l'aidant à se reconstituer un narcissisme convenable. Elle se voit à travers le regard du médecin et ses paroles bienveillantes. Mais ces regards, ces paroles, ce pinceau, ne pourront permettre une unité, une singularité en dehors de l'image, malgré la mobilité de l'image, que si le sujet peut s'appuyer sur l'articulation symbolique, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un trait d'idéal du moi qui permet que quelque chose tienne, qu'on n'est pas collé à l'image et qu'on peut avoir une mobilité. Je fais l'hypothèse que Madame Hermé ne dispose pas
de cette articulation symbolique nécessaire. L'opération du médecin peintre a besoin de se répéter sans cesse pour elle. Une femme a aussi affaire à des discours de la société, où la jeunesse est reine, où la vieillesse est refoulée. La ménopause est associée à la vieillesse, la promesse annoncée et la mort sont agitées, une image de masculinité, le spectre de la sorcière. Françoise Héritier, anthropologue, nous dit que dans les sociétés primitives ou traditionnelles, les femmes ménopausées sont vécues soit comme dangereuses, sorcières, surtout si elles continuent à avoir fréquemment des rapports sexuels, soit comme accédant à un statut de quasi-masculinité et de respect. Elles peuvent à ce moment-là participer à des figures de pouvoir au niveau de la loi. Ces figures sont toujours présentes à l'heure actuelle dans les représentations qui circulent, même si les discours sont en train de changer et que les femmes y contribuent. Il n'y a pas de représentation sociale de la femme de 50 ans valorisée en tant que femme. Ayant du mal à retrouver un idéal, elle peut avoir le sentiment que l'idéal ne l'aime pas, qu'elle n'est pas acceptée par lui. Simone de Beauvoir écrit « L'âge dangereux est caractérisé par certains troubles organiques, mais ce qui leur donne leur importance, c'est la valeur symbolique qu'ils revêtent. C'est moins du corps lui-même que proviennent les malaises de la femme que de la conscience angoissée qu'elle en prend. » Alors Jeanne Cassavetes, dans un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve que sur ce thème, c'est un très beau film qui s'appelle Opening Night. Il faisait dire à l'amant de l'actrice qui est vieillissante et qui doit, je ne sais pas si vous l'avez vu, jouer le rôle de quelqu'un qui a 10 ans de plus. Il lui faisait dire « Tu es toujours aussi belle », donc l'amant lui disait ça, « Tu es toujours une aussi bonne actrice, mais tu as perdu ton humour. » On voit cette femme qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui rencontre une jeune fille qui frappe à la porte de la voiture, on ne sait pas si c'est halluciné ou c'est vrai, et comment elle se débat avec cette image d'elle jeune, très jolie, et cette image encore plus vieillissante qu'elle l'est, qu'elle doit jouer. Et comment, justement, Cassavetes nous propose l'image d'une femme qui substitue à l'excès de beauté de sa jeunesse celui d'une jouissance sans limite, puisqu'une érotisation compulsive de la bouche et du corps entier par le tabac et l'alcool. C'est une crise, un moment d'écroulement, où elle va... Il y a un effet de désarroi, de perte de repères. Hein. On entend beaucoup chez les patientes qui viennent nous voir à ce moment, elles ne disent pas qu'elles viennent nous voir pour la ménopause, mais on entend beaucoup ce moment de dépersonnalisation, de délocalisation, un moment de perplexité. C'est-à-dire qu'elles viennent et puis on a organisé un colloque avec des gynécologues sur ce thème et les gynécologues nous disaient comment elles viennent et puis le fait qu'elles peuvent avec les hormones maintenant garder des règles, elles disent mais est-ce que je suis pas enceinte, enfin, il y a une espèce de elles sont perplexes. Alors certains parlent de déni, je ne sais pas si on peut parler de déni ou de perplexité, c'est-à-dire on leur a retiré quelque chose, on leur a retiré un don. Alors chaque femme aborde, il n'y a pas une ménopause, hein, il y a chacun, on ne peut pas dire la ménopause c'est ça, chacun l'aborde à sa façon. Il y en a pour qui c'est la dépression, d'autres passent cette période sans trop de difficultés, d'autres encore disent que c'est un véritable été indien. Chaque femme donc aborde ce temps, ce passage, en fonction de sa structure subjective, selon la manière singulière dont elle a négocié le manque tout au long de sa vie, et en fonction de sa capacité à interroger les impératifs sociaux surmoïques. Des moments cruciaux dans sa vie ont nécessité, on l'a vu, qu'elle se déplace, qu'elle soit confrontée au vide, à une certaine solitude. Petite fille, si on prend le schéma freudien, l'envie du pénis l'a-t-elle engagée dans l'Oedipe? A-t-elle reconnu la castration de sa mère et la sienne? A-t-elle alors changé d'objet d'amour en s'adressant à un père pour en recevoir l'amour, en espérer un enfant? A-t-elle rencontré derrière la figure du maternel la femme tournée ailleurs que vers l'enfant? À l'adolescence, avec le ressurgissement du sexuel dans son corps, a-t-elle pu accepter de renoncer à l'idéalité dont elle faisait l'objet pour attendre d'un autre amour et jouissance sexuelle?
de donner satisfaction à des exigences dont elle n'a pas la maîtrise. Car pouvoir se prêter sans s'y identifier à être objet-cause du désir d'un homme et être par ailleurs un sujet désirant, elle est divisée, lui demande une certaine flexibilité, un certain déplacement. Comme disait Madame tout à l'heure, vieillir, ça demande un certain travail, mais c'est toute la vie pour une femme qu'il y a un travail à faire, une élaboration à différents moments. Et au moment d'accoucher, a-t-elle pu lâcher prise, renoncer au moins en partie à l'illusion que l'enfant vienne combler un très ancien désir, vienne saturer son manque? N'a-t-elle pas limité son destin de femme à sa fonction maternelle? A-t-elle pu préserver, au fur et à mesure que l'enfant grandissait, des investissements sociaux, professionnels, artistiques? Comment a-t-elle trouvé à s'appuyer sur le langage, le symbolique, la trouvaille? La trouvaille, parce qu'on parle souvent de symbolisation ou de sublimation, je veux dire, et les gens disent, mais oui, mais alors si on n'est pas un grand peintre, un grand écrivain, mais la sublimation, ça peut être la petite trouvaille tous les jours. La ménopause s'inscrit dans ce trajet-là. Il est un moment de vérité. Un moment, une femme utilisera un savoir-faire issu de ses différentes épreuves. Ce temps sera plus difficile si elle s'est surtout appuyée, comme Madame Hermé, pour se soutenir dans la vie sur sa beauté et ou sur sa maternité. L'investissement de l'image est fonction de l'histoire familiale dans laquelle plusieurs générations de femmes sont en jeu, la grand-mère, la mère, la fille, et de l'histoire singulière de chaque femme. S'est-elle rivée à son image? S'en est-elle servie comme rempart, comme barrage contre le Pacifique, de l'engloutissement maternel? A-t-elle représenté trop vite la féminité idéalisée de la mère et ou du père? La perte de l'image idéale, qui satisfait à la demande de l'autre, et risquait d'entraîner la perte de l'amour, elle a pu ne pas vouloir y renoncer. Après un temps inévitable de perte de repères, de vacillement, qu'elle a à traverser et à ne pas esquiver, une femme pourra trouver, dans cette nouvelle étape de sa vie, l'occasion de se déprendre un peu plus de la capture imaginaire. En fonction des signifiants de son histoire, elle pourra acquérir une plus grande liberté, à condition bien sûr d'accepter qu'un certain vieillissement ne l'empêche pas de séduire. À charge pour elle de savoir vivre avec sa nouvelle image et de continuer avec habileté à jouer du voile. Je terminerai par un dialogue entre Socrate et Parrhasios, Xénophon, exprimant l'idéal de la peinture ancienne, cité par Pascal Quignard dans Le sexe et les froids. 3 étapes jalonnent la montée du visible vers l'invisible. D'abord, la peinture représente ce qu'on voit. Ensuite, la peinture représente la beauté. Enfin, la peinture représente l'expression normale de l'âme, la disposition psychique à l'instant crucial. Pourrait-on y lire une illustration des chemins du féminin? Je vous remercie. Alors, la beauté, hein, c'est ce que tu as bien mis en valeur, je trouve. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu dis, c'est que la beauté, justement, c'est un nom possible qu'une femme se donne pour répondre à l'énigme de ce qu'elle est, hein, de son identification. C'est un support identificatoire comme un autre. Hein, comme ça peut être mère, être belle. Voilà. Ce sont des étayages dont une femme peut se servir pour pouvoir arriver à se fabriquer un nom, je dirais. Voilà. Et la dépersonnalisation dont tu parles, ce moment de perplexité, j'aime beaucoup ce terme que tu emploies, j'aime beaucoup parce que ça renvoie aussi à l'énigme du féminin, justement, hein, ou qui suis-je? Voilà, ce que je voulais souligner dans ce que tu as dit, c'est vraiment que ces convocations, entre guillemets, du féminin par le corps et à travers le corps, c'est-à-dire la grossesse, enfin, l'adolescence d'abord, hein, je dirais l'investissement sexuel du corps, qui sont aussi vécus par les garçons, hein, mais pour une femme, la grossesse et ensuite la ménopause, bon, pour les hommes ce sera l'andropause, enfin, le corps d'une femme est sollicité à chaque fois, ce réel du corps, et incite, en tout cas, convoque une femme à chaque fois à fabriquer, à inventer,
une trouvaille pour elle-même, hein, qui la soutienne en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment, comment dirais-je, l'énigme du féminin qui est reconvoquée à partir d'un certain âge, je dirais, et qui dit aussi, qui révèle aussi comment chaque femme a pu, ou pas, je dirais, parce que comme on fait son lit, on se couche, je dirais, hein, parce que c'est pas qu'au moment de la ménopause, justement, que vous l'avez convoqué, c'est toute la vie, et comment elle a traversé, en quelque sorte. Je dirais que ce moment du temps, de l'âge, révèle aussi où elle était le temps d'avant. Quelque chose arrive à une femme, se produit comme une forme de trou, hein, face auquel elle est, et qui peut menacer, bien sûr, qui est très angoissant, parce que son être, à ce moment-là, justement, hein, est convoqué et peut être aspiré par ce trou. À partir du moment où il y a eu un manque à nommer et un manque à inventer, hein, quand le trou se pointe, si je puis dire. Et qu'elle n'a pas comme. Parce qu'à l'adolescence, il y a aussi inventé, mais il y a une promesse. Promesse d'amour, promesse d'enfant. Voilà. Là. Voilà, c'est ça. Il y a une dimension de la promesse. Il n'y a pas la promesse, là. C'est ça. Bien. Enfin. Entendu. Bon. On va donner la parole à la salle, du coup. Il y a ce roman de Maupassant qui est extraordinaire, vraiment, qui s'appelle Fort comme la mort. Fort comme la mort, c'est un roman sur la vieillesse, sur le vieillissement. Pas seulement, mais c'est un roman sur le vieillissement. Alors, je vous explique la structure du roman parce qu'elle est fascinante. Un peintre vieillissant, on ne sait pas trop quel âge il a, mais on peut imaginer qu'il a la quarantaine au moment du roman, ce qui donne pour aujourd'hui, à mon avis, la cinquantaine. Hein. Un peintre vieillissant a une maîtresse depuis toujours, qui est une femme mariée, qui a à peu près son âge, on imagine. Et tous les deux donc, se sont connus parce que le peintre en a fait le portrait. Il a peint cette femme quand il l'a connue, elle était jeune, il a fait un très beau portrait d'elle, et à la faveur des séances de pause, etc., il est tombé amoureux d'elle, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Elle avait fait un mariage de convenance, comme ça se fait souvent à l'époque, donc son cœur était à prendre, et son corps aussi sans doute. Donc ils sont entrés dans une relation très belle et qui dure, à l'époque où commence le roman, depuis 12 ans, une relation presque conjugale. C'est-à-dire que c'est dans cette relation que les cœurs ont eu à s'engager. Bref, quand le roman commence, arrive dans le périmètre la fille de Anne, la maîtresse. Cette fille arrive et le roman va raconter progressivement la prise de conscience par le peintre. Enfin, c'est là que ça devient compliqué. Le peintre va réaliser, et tout le monde va réaliser, que la fille est le double de la mère, le double parfait de la mère. La fille représente absolument, ressemble absolument à ce qu'a été la mère à son âge. C'est-à-dire quand le peintre la peint. Et le peintre va progressivement tomber amoureux de la fille, de la jeune fille. Et à son insu, nous nous en apercevons avant le personnage, et même Anne s'aperçoit du fait qu'il est en train de tomber amoureux de sa fille avant lui. Pourquoi il résiste? Parce qu'il n'a pas le démon de midi. C'est pas du tout ça son problème. Il aime profondément, je crois, Anne. Simplement, qu'est-ce qu'il constate? Enfin, quelle est la mise en place incroyable? C'est que retrouvant la mère dans la fille jeune, il retrouve donc la jeunesse. Il retrouve la jeunesse de la mère, mais il retrouve sa propre jeunesse. Quand il aimait cette femme, il était jeune, il était très beau, il était très séduisant, tout le roman développe ça. Et d'ailleurs, ça reste un homme très beau qui continue à s'entretenir, etc. Mais il vieillit. Et donc, à travers le fait qu'il tombe amoureux de la fille, c'est ça qui est extraordinaire dans le roman, c'est qu'il reste profondément fidèle à la mère. Il tombe amoureux de la fille parce qu'il aime la mère. Et que c'est parce qu'il retrouve la mère dans la fille qu'il tombe amoureux d'elle. Mais plus encore, mais aussi, c'est parce que lui est un homme inquiet de son vieillissement qu'évidemment il recherche cette représentation, cette espèce de va-et-vient entre lui et elle. Je vous assure que sur le vieillissement, c'est un roman extraordinaire, il est merveilleusement bien écrit, et voilà. Et surtout, c'est intéressant parce que ça pose bien la question de homme et femme. Ah bah oui, mais plus de la femme quand même. Mais c'est une belle illustration, Belinda, que tu nous donnes, par rapport à l'exposé poétique. Oui. Mais ça me fait penser à un patient qui était venu me voir, qui était marié depuis je ne sais pas combien d'années, amoureux de sa femme, des enfants, ils étaient ensemble, et puis il a revu une ancienne copine. Et il a fait une fixation là-dessus au téléphone toute la journée. La femme est devenue folle, elle a fait suivre par un détective privé. Ils étaient mais dans un état de décompensation extrême. Et puis il est venu, il a parlé un peu avec moi, il a travaillé. Au bout d'un moment, il m'a dit, mais au fond, cette femme,
c'est pas elle que j'aime, c'est ma jeunesse que je voulais C'est ça, retracer. c'est ça. Ça fait partie, alors je ferai une analogie qui va probablement vous étonner, mais je vis dans un quartier dans lequel la communauté chinoise s'est installée dans un quartier relativement récemment et a réussi à disparaître du regard de la communauté environnante en cessant de soi-même porter un regard sur les autres. C'est-à-dire qu'on a disparu aux yeux des uns et des autres, simplement en ne se regardant plus. Donc je pense qu'on peut s'éjecter du désir masculin en ignorant la portée du regard qui nous est donné. Exactement. Et c'est assez étonnant comment les mécaniques d'auto-représentation et d'auto-projection qui sont là très sensibles à la question des images iconiques qu'on nous impose, fait qu'on peut oublier ou même être fort surpris d'un désir qui se manifeste, y compris de la part d'hommes plus jeunes que nous, puisque c'est même, je dirais, beaucoup plus l'idée de la bascule vers le fait qu'un jour, un homme jeune vous sollicite et vous dit enfin, je pourrais être ta mère. Ouais. Je trouve très étonnant, qui dans le fond marque beaucoup plus le vieillissement, infiniment plus le vieillissement, que le fait qu'on vous appelle madame, qui peut d'ailleurs être revendiqué avec majesté. Oui, très bien. C'est la disparition de soi-même, de sa propre appréhension de son pouvoir de séduction est en fait beaucoup plus réelle que le possible, le tangible, le qui flotte. Absolument. Tout à fait. Et c'est impressionnant de voir les mécanismes. Ça veut dire qu'il y a de l'inconnu, il y a du tiers, il y a quelque chose qui échappe au contrôle, et justement au contrôle de sa propre image, quand on est femme. C'est-à-dire que quelque chose, et ça rejoint le se perdre, c'est-à-dire que quand on lâche justement cette histoire comment dire, d'auto-regard qu'on peut porter sur soi, et tout ce que ça entraîne comme conséquence, puisque, comment dire, c'est justement, on se construit soi-même à partir de cet auto-regard, dans le miroir, les rides, etc., ce qu'on en fait, et cette auto-éjection vient bien du fait de sa propre évaluation, je dirais, dans le miroir, qui est un circuit fermé. Qui est complètement un circuit fermé. Quand on lâche la question de son propre reflet, ou en tout cas de ce qu'on y a mis, soi-même, subjectivement, quelque chose là arrive, peut arriver en tout cas de tout à fait nouveau, puisqu'on peut tout d'un coup voir là où on a cessé soi-même de se auto-voir, si je puis dire, de s'observer, lâcher l'image qu'on croit avoir de soi, en tout cas ce qu'on a construit sur l'image de soi et sur et tout ce qu'on y met finalement. Mais je crois que c'est important, c'est les discours aussi sur lesquels on s'appuie. Bien sûr. C'est pour ça que quand les discours changent, parce qu'on a besoin d'un point d'idéal à part l'image, comme je disais tout à l'heure. Donc quand les discours changent, c'est-à-dire ce que vous disiez, ça me semble tout à fait intéressant, sur les femmes attirées, ou qui peuvent attirer des hommes plus jeunes qui ne s'autorisent pas à son fils, ça change. Vous voyez de plus en plus de femmes qui s'autorisent à avoir des histoires d'amour avec des hommes qui ont 10, 15 ans de moins, voire même plus. Et ça change. Parce que pour l'instant, on a l'air de définir notre beauté uniquement dans le regard des hommes. Mais on peut être aimé d'un homme et se voir vieillir et avoir quand même du mal avec ça. Donc, oui. Ça évoque, moi, tout de suite, j'ai l'image d'une vieille indienne, d'une indienne, de ces photos de vieilles indiennes qui sont extraordinaires, où il y a une puissance, il y a une force. Et je pense que la beauté dont vous parlez a à voir avec presque comment dire, quelque chose qui transcende en effet toute forme de séduction. L'amour de la vie. On est passé d'une appréhension du vieillissement qui correspondait aux anciens et à quelque chose que la dictature de l'image nous impose d'une manière qu'il faut déconstruire et déjouer. Et je pense qu'on n'a jamais autant que maintenant besoin d'outils et d'une boîte à outils pour penser ce recul et cette distance que nous devons avoir vis-à-vis effectivement du consumérisme de la jeunesse. Quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, à peu près, je ne sais pas si c'est personnel, mais ces difficultés que l'on a à se dire, mais qui suis-je dans le sens, est-ce que je suis beau, mais moi je ne peux pas plaire, mais moi je suis moche, et que ce soit les plus belles femmes ou les plus vilaines ont eu ces interrogations. Donc, est-ce que c'est pas une interrogation qui dure il y a combien d'années, quelle période
où l'être humain est satisfait avec son corps. Il y a cet apprentissage, donc, 18 ans, n'importe, je ne sais pas dire exactement, où, moi je me souviens de voir des photos de moi, 13-14 ans, angoissé, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mais c'est une banalité, je pense que ça arrive à tout le monde, et puis on recommence à partir d'un certain âge, quand on commence à éprouver d'une manière ou d'une autre le vieillissement, la vieillesse, appelons-le comme on veut, et on recommence. Donc il y a toujours cette difficulté à accepter son corps. Et j'aurais presque l'impression qu'aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus facilement mon corps, avec ses dérives que je regrette. Bon, mais c'est continuel. Alors il y a ce combat du corps avec la vieillesse, mais il y a le combat du corps avec l'adolescence. À l'adolescence, il y a la question. La différence, c'est que maintenant, on comprend que le temps est compté. C'est la différence. Non, c'est la différence. Oui. Il y a cette chose-là en plus. C'est cette chose-là qui fait que c'est angoissant. Qui n'est plus directement lié au corps, où le corps est le marqueur de ce temps qui nous est compté. Et il y a un dosage de cette affaire de la mort qui rentre en compte pour chacun dans cette affaire du vieillir, et à mon avis, et qui est plus ou moins, j'allais dire, aigu, subjectivement pour chacun. Voilà. D'accord ? C'est vraiment ça l'affaire, finalement, qu'on intègre au vieillir. Chacun à sa façon, finalement. Parce que bon, l'affaire narcissique, voilà. Et je dirais même que l'affaire narcissique peut être parfois, j'allais dire, vécue subjectivement de manière extrêmement intense, proportionnellement à l'angoisse de mort. Justement. C'est-à-dire que plus, moi je crois, ce que j'entends, c'est que l'investissement narcissique, c'est-à-dire les pataquès qu'on fait autour de « ah, je séduis plus, on m'aime plus, je suis plus amoureuse », ou bref, une rupture, etc. Voilà, on va mettre le paquet là-dessus, parfois, à la mesure, parce que ça fait écran. Ça fait écran, c'est un bouche-trou sur l'issue fatale, sur finalement ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quoi ? Que chacun est convoqué là, justement, avec sa propre finitude. Bon. Et que moi, je crois vraiment que multiplier les aventures amoureuses ou bien l'investissement narcissique, etc., encore une fois, je dis autrement, mais je me répète, c'est proportionnel à l'angoisse de mort. Tout simplement. Qu'on soit homme ou femme. Et d'ailleurs, c'est le démon de midi. C'est bien ça le démon de midi, puisque les hommes, finalement, est-ce qu'ils sont tant renvoyés à leur vieillesse que nous ? Je ne crois pas. Je crois qu'ils sont renvoyés à la finitude beaucoup plus violemment. C'est-à-dire que pour un homme, là où il ne va pas supporter, ce n'est pas forcément de se voir vieillir, mais ce à quoi vieillir le renvoie. Et je pense que pour un homme, vieillir le renvoie de façon beaucoup plus aiguë qu'une femme à cette affaire de mort. C'est-à-dire de mortitude, de mort. Voilà. Mais il y a moins d'écran, justement, je pense qu'il a moins la possibilité de se raccrocher à cette affaire narcissique. C'est ça qui est intéressant. C'est la retraite. Voilà. Tout homme s'identifie par son travail. C'est ça. Enfin aussi, mais nous encore plus, parce que c'est dans notre société. Et ce qui confirme ce rapprochement dans la structure, structurellement, ça c'est la psychanalyste qui parle, entre l'image pour une femme et la détumescence pour un homme. C'est ça. C'est-à-dire la perte de l'image côté femme est tout à fait corrélée, côté homme, structurellement, à cette affaire de détumescence, c'est-à-dire je dirais, d'être menacé dans sa virilité. Voilà. Et dans la structure, on n'est pas concerné de la même manière, mais ça se répond. Ça se répond. C'est-à-dire que, j'allais dire que la perte de l'image pour une femme, côté compagne d'un homme, pour en revenir là, le renvoie, en quelque sorte, lui-même, à une dévirilisation. Voilà, c'est ça. C'est ça la transmission, je dirais le point de structure qui est touché, pour parler comme une psychanalyste, c'est-à-dire pour vraiment dégager le point structural qui est en jeu inconsciemment. Sinon, on n'y comprend rien. D'accord ? Il n'est pas renvoyé à ses rides, lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pas seulement. Parce qu'on a tous maintenant bien sûr, notre côté féminin. Mais même s'il y a cette affaire de rides, pour les hommes maintenant, peut-être, j'allais dire messieurs biothermes, comme on dit, il y a quand même, à travers les rides, il y a un renvoi à autre chose. Et que quand même du côté de côté virilité et puissance virile. Voilà. Demain, on aura justement François Villa qui va nous parler, à partir de la puissance de vieillir, de cela. Mais je pense que ça, c'est important à ne pas perdre de vue, parce que c'est là qu'on en arrive, en fait. Voilà.